Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous ai un petit peu expliqué le concept Kizuna, c'est-à-dire un espace de bien-être, que ce soit un lieu physique ici à Frontignan ou un lieu digital, qui fait le lien entre les pratiques conventionnelles, les pratiques de médecine conventionnelle et la médecine alternative avec les pratiques de bien-être. Ce concept-là se base sur 3 piliers, les piliers liés à l'alimentation, à l'activité physique et au bien-être avec les méthodes de récupération. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment je suis devenue malvoyante à l'âge de 16 ans. Donc je faisais partie d'une famille assez lambda, ni riche ni pauvre. Par contre, il y avait quand même quelques petits signes quand j'y repense. Quand il a fallu apprendre à lire, à écrire, je me souviens que j'avais des petites difficultés. Et puis de loin, parfois, j'avais du mal à lire certains panneaux, mais c'était pas quelque chose qui me gênait au quotidien ou quoi que ce soit. Vers 2013, mes parents, que je pensais très soudés et amoureux plus que jamais, ont subi une crise de couple. C'est venu quand même ébranler notre famille. En parallèle à ça, c'est vrai que avec mes copines de l'époque, avec mes copines du collège, ça commençait aussi à se dégrader. Donc, il y avait plusieurs facteurs qui faisaient que, au niveau personnel et lorsqu'on se construit en tant qu'adolescente, c'était un petit peu difficile par rapport à ma pratique et ce que je peux voir aussi avec les patients. Le côté émotionnel est quand même très lié dans une pathologie, même si on ne peut pas tout expliquer qu'avec les émotions. Et c'est là que j'ai commencé à remarquer que j'y voyais de moins en moins bien au tableau. Certains professeurs me le faisaient aussi remarquer, enfin que je forçais sur les yeux, que je commençais à plisser les yeux pour pouvoir y voir un petit peu plus loin. Et notamment, j'y voyais de moins en moins, par exemple, la craie rouge sur le tableau vert. Alors à l'époque, c'est vrai que c'est là qu'a commencé un petit peu une errance médicale pendant 2 ans à peu près, où donc j'ai vu des ophtalmos qui un coup me disaient que ça pouvait être potentiellement une tumeur au cerveau, ce qui aurait pu être possible, hein, parce qu'une tumeur peut venir comprimer le nerf optique et créer une déficience visuelle. Et puis d'autres ophtalmos disaient que c'était juste un problème d'accommodation, donc ça en général c'est des soucis qui se règlent assez facilement. Et malgré les nombreuses lunettes qu'on a pu me prescrire, malgré des séances d'orthopsie, ben, rien n'y faisait, j'étais toujours malvoyante. Je mettais pas ce mot-là encore à ce moment-là, mais j'avais toujours mes problèmes visuels où je me demandais comment ça se faisait que personne n'arrivait à trouver. J'en venais même à demander si c'était pas dans ma tête, et certains ophtalmos limite me faisaient un peu croire ça. Je me suis retrouvée face à des situations, par exemple une interne qui m'a dit mais Laurie, fais un effort, avec cette vue-là tu pourras jamais conduire. Effectivement, je n'ai jamais pu conduire, en tout cas pour l'instant. J'ai quand même réussi, bon j'ai eu le brevet, etc. Je suis rentrée au lycée et c'est là où ça a été encore de plus en plus compliqué. J'étais tombée à 1/10 d'acuité visuelle, donc autant vous dire que de loin, j'y voyais qu'à peu près à 2 mètres, je pense, ça doit correspondre à peu près à ça. J'ai eu de nouvelles copines qui m'ont vraiment beaucoup soutenue pour le coup, donc ça c'était chouette. Mais c'est vrai que d'un autre côté, quand il nous arrive ça à cette période-là, ça peut être parfois difficile. Donc j'ai eu tendance à me renfermer sur moi-même. Je pense que c'était une façon de me protéger, puisque comme j'arrivais pas moi-même à expliquer ce qui m'arrivait, c'était difficile de le verbaliser, de l'expliquer aux autres. Et puis notamment à ma propre famille, puisque quand il a fallu passer le code de la route, puisque c'était à peu près où j'avais 15 ans à ce moment-là, où on devait passer les épreuves du code, et des fois je faisais 40 fautes, mais parce qu'en fait je voyais que dalle après le recul, et ma mère qui comprenait pas trop pensait que c'était juste une histoire de mettre ses lunettes. Des fois il y avait des prises de tête comme ça, mais au final c'était pas sa faute, c'est juste qu'on comprenait pas ce qui m'arrivait à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'était une période vraiment pas facile de rester un peu dans cette
errance médicale-là et puis en même temps de poursuivre les études. Je me souviens aussi d'un moment où en classe, je me suis mise à pleurer complètement puisqu'il y a encore une difficulté se mettait face à moi. C'est vrai que des fois, quand il y avait des contrôles, surtout pour les cours de langue, les profs écrivaient les consignes au tableau. Alors là, pour moi, si je pouvais pas, du coup, forcément, je pouvais pas parler avec mes copines pour qu'elles me disent ce qu'il y avait écrit. Et à ce moment-là, quand je me suis retrouvée face à cette difficulté, ben, j'ai explosé, donc j'ai pleuré devant tout le monde. Et évidemment, ben, comme personne ne savait, on s'est aussi moqué de moi. Puis bon, c'est un peu l'âge, hein, on va dire, l'âge un peu bête. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Donc mes parents ont décidé de voir, enfin ma mère a décidé de me faire voir une troisième ophtalmologue. Et c'est elle qui a finalement trouvé ce que j'avais et c'est la maladie de Stargardt. Donc la maladie de Stargardt ou de Stargardt, si on veut bien le prononcer, c'est une dégénérescence maculaire. C'est au niveau de la rétine, il y a une partie centrale qui s'appelle la macula. Et moi, c'est cette partie-là qui s'est affaissée. Et ça, c'est dû à en fait une maladie génétique. Donc une maladie génétique, on l'a depuis la naissance, mais moi, ça ne s'était pas exprimé dès le début. C'est venu comme ça, comme je l'ai dit. Pourquoi c'est venu à ce moment-là? Je pense que c'est avec le choc émotionnel, avec le recul. C'est-à-dire que mes parents sont tous les deux porteurs sains. C'est ce qu'on appelle une maladie autosomique récessive. C'est-à-dire que le gène, il n'est pas forcément dominant, mais comme mes deux parents ont le gène, donc ils m'ont transmis le gène, sachant que je suis fille unique et que du coup, quand c'est comme ça, une maladie autosomique récessive, il y avait une chance sur 4. Donc voilà, je suis la grande gagnante de cette loterie. Comme je l'ai expliqué, j'étais dans 2 ans d'errance médicale et qu'on puisse enfin poser un diagnostic sur ce qui m'arrivait, sur le problème qui m'arrivait, c'est vrai que ça a été quand même un soulagement. Et finalement, je me suis dit que j'étais pas folle et que c'était pas dans ma tête. Donc je sais ce que ça fait quand des médecins peuvent vous dire ah, on ne trouve pas, voilà, qu'il faudrait peut-être chercher du côté limite psychologique. Et en fait, non, il y avait une réelle explication. Donc, quelque part, c'était le soulagement. Mais c'est vrai que ça m'a appris la résilience et la détermination d'essayer de tenir bon jusqu'au bout et de se relever, puisque finalement, il y a toujours pire. C'est quand même évidemment pas facile, mais j'ai ce côté un peu à relativiser aussi grâce à aussi mon parcours personnel puisque j'ai un oncle qui est handicapé mental sévère et qui est aussi aveugle et donc j'ai toujours vécu dans ce milieu du handicap depuis petite et surtout après j'ai pu le voir dans le milieu de la santé. Faut se dire qu'il y a toujours pire que soi et que finalement ce ne sont que des situations de handicap et c'est suivant ce qu'on en fait si on décide d'être handicapé ou pas. Donc je suis rentrée en terminale S en septembre du coup 2016 et du coup j'ai fait ma rentrée avec une AVS, c'est une assistante de la vie scolaire qui s'appelle Colette. Donc elle, franchement heureusement qu'elle était là. Colette a permis vraiment de pouvoir prendre les cours. Elle m'écrivait, hein, elle écrivait à ma place le texte et puis moi des fois je prenais un peu sur ordinateur, mais c'est vrai que étant donné que avant j'étais pas tellement amie avec l'informatique, avec les ordinateurs, vu que c'était pas adapté à ma vision, je les fuyais un petit peu, j'étais pas du tout à l'aise dessus. Donc il a fallu tout réapprendre. Donc au début, j'utilisais pas forcément l'ordinateur que j'avais. Mais c'est vrai que c'était quand même un petit peu difficile puisque le niveau était quand même un peu plus élevé. Cette année-là est aussi compliquée sur le plan personnel puisqu'avec ma mère, on se retrouve toute seule. J'ai été reconnue officiellement malvoyante auprès de la MDPH. Donc on a fait toutes les démarches liées à ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'il existe des organismes pour aider les personnes en situation de handicap. Ça peut nous aider pour obtenir certaines subventions pour l'achat de matériel adapté au milieu scolaire, au milieu professionnel, qui puissent aussi nous guider vers des associations pour les personnes qui ont un handicap, que ce soit un handicap visuel ou tout autre handicap. Il existe parfois dans les villes ou villages des associations comme ça qui permettent d'aider les personnes en situation de handicap, de
de subvenir au financement de certaines choses. Donc il n'y a pas forcément des organismes nationaux, il y a aussi certaines associations. D'ailleurs, toutes les associations qui ont pu m'aider, je vous mettrai les liens en barre de description pour que vous puissiez y accéder directement. Comme j'avais parfois du mal à suivre, hein, puisque moi du coup je devais juste suivre avec ce que j'entendais, ma mère a décidé quand même de me prendre des cours à côté dans les matières principales pour le bac S. J'ai pu rencontrer quand même de belles personnes qui ont pu m'aider. Certains professeurs qui ont essayé comme ils pouvaient de m'aider, ils sont pas toujours formés dans ce milieu-là à aider et à s'adapter face à cette situation-là. Donc, notamment pour la mise en place pour le bac, j'ai pu avoir des profs qui écrivaient à ma place. Moi, je leur dictais et qui écrivaient à ma place, ou pour certains examens. N'hésitez pas aussi, si ça vous arrive quand vous êtes en milieu scolaire, à demander, notamment aussi l'infirmière, moi, du lycée, qui m'a énormément aidée et qui a permis de faire de la prévention auprès des professeurs. Donc il existe aussi des tiers-temps pour les contrôles, pour les personnes en situation de handicap, qui permettent quand même de pouvoir aider. Donc un peu plus tard dans l'année, on devait être à peu près en 2017, qu'on a été redirigé, donc ma mère et moi, vers une association qui s'appelle le SAIS, qui est une association pour l'insertion des jeunes en situation de handicap visuel. Il y a plusieurs types de professionnels. Donc j'étais accompagnée par exemple une ergothérapeute, par une psychologue, par un orthoptiste. Il y avait plusieurs professionnels de la santé ou pas. Et c'est notamment eux qui m'ont parlé d'une école de kiné spécialisée pour les malvoyants. Il existe plusieurs écoles de kiné en France pour les déficients visuels, notamment 2 à Paris, une à Lyon et une à Limoges. Je me suis un petit peu posé la question de ce que j'allais faire hein, par la suite, parce que c'est vrai qu'à la base, j'avais plutôt l'idée de partir vers puéricultrice. Et avec ma nouvelle situation, puéricultrice, ça allait être un petit peu compliqué puisqu'il faut passer par infirmière. Donc il y a parfois des soins un petit peu visuels. Je me suis dit que c'était vraiment fait pour moi, puisque j'allais me sentir un petit peu plus comprise dans la nouvelle moi, dans qui je suis. J'allais rencontrer d'autres personnes qui sont pareilles que moi, qui ont pu vivre la même chose. Pour la première fois, je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Pendant mon année de terminale, j'ai pu visiter 3 écoles de kiné pour déficients visuels. Ça a confirmé finalement le projet, le nouveau projet que je me suis fixé, nouveau projet professionnel. L'année de terminale touche à sa fin et finalement je passe le bac et je l'obtiens avec la mention très bien. Et ce, grâce, c'est sûr, à mon travail acharné, mais aussi, je les remercie beaucoup, à de formidables professeurs. Donc, avant de partir à Limoges, puisque j'ai finalement décidé d'aller faire cette école de kiné, je profite énormément de mon été. Je sors beaucoup avec mes copines. Je décompresse de cette année riche en rebondissements et pas toujours joyeux. Donc si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est dans le but déjà de partager mon histoire. Parce que peut-être que certaines personnes sont actuellement dans le même cas où j'étais il y a 10 ans en arrière, qui se posent des questions sur soit la pathologie qu'ils pourraient avoir, qui sont dans une errance médicale, soit qui ont eu le diagnostic et qui sont un petit peu perdus, savoir ce qui est possible de mettre en place au quotidien quand il y a une nouvelle pathologie comme ça. Pendant longtemps, j'ai un petit peu voulu me rendre invisible. C'est un peu paradoxal. Et finalement, eh ben, on en vient quand même à avoir des critiques. On ne peut pas empêcher les gens de nous critiquer, même si on fait tout pour qu'ils ne le fassent pas, tout pour se rendre invisible. Il faut se libérer et être qui on a envie d'être.
Et c'est pour ça aussi que je partage tout ça aujourd'hui. Et donc dans une prochaine vidéo, je vous raconterai comment se sont passées ces 5 années à l'école de kiné. C'est là aussi où j'ai rencontré Benjamin, mon mari, et je vous raconterai aussi un petit peu nos débuts dans la profession de kinésithérapeute. Si vous voulez suivre la suite de mon histoire, je vous invite à liker, à partager, à commenter et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous.